Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à quelques rumeurs qui ont circulé sur moi et qui ont eu beaucoup d'impact. Je pense comprendre pourquoi les gens s'inquiètent. Je pense qu'il y a une peur de la trahison très très forte en France et elle est liée notamment aux défaillances de l'espace communicationnel, du système d'information, des médias que je décris dans Crépuscule. Moi, dans Crépuscule, dans ce texte dont vous avez tous entendu parler, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer pourquoi est-ce qu'il y a une crise de confiance entre les hommes politiques, les représentants, les décideurs, les médias et les Français. Et j'essaie de montrer que ces obscurités qui font que des personnes ont peur, du coup, des personnes qui décident en leur nom, ont peur de cette démocratie représentative dont je suis convaincu qu'il faut se défaire pour arriver vers une véritable démocratie réelle, avec le RIC, avec l'Assemblée constituante, les mandats impératifs, tout ce que réclament les Gilets jaunes. Eh bien, elle a été en fait, cette démocratie représentative, elle a été pourrie peu à peu par la construction d'intérêts assez différents qui ont amené 9 personnes, 9 milliardaires, à détenir 90% de la presse écrite nationale. Or, ces milliardaires, ils ont besoin de l'argent de l'État pour faire leur fortune. Et donc, ils achètent des médias que pour influencer les hommes politiques et leur montrer qu'ils ont du pouvoir et les présenter sous une image qui n'est pas réelle. Et donc évidemment, à un moment, les Français s'en sont rendus compte parce que qu'est-ce que ça amène les hommes politiques? Ça amène les hommes politiques à prendre des décisions au détriment des Français et en faveur de ces gens-là. Bref, donc moi j'ai vraiment écrit ce livre pour mettre la lumière sur cette part d'ombre qui produisait de l'ombre et qui faisait qu'en fait derrière il y avait des théories complotistes ou incertaines ou dans lesquelles les gens se réfugiaient parce qu'ils se sentaient inquiets ou trahis. Alors ce qui est évident, c'est que du coup ça m'est retombé dessus. Ça m'est retombé dessus et j'ai vu être nourri des rumeurs qui sont difficiles à tracer si vous ne les regardez pas dès le départ, mais j'ai bien vu en fait quelles étaient les origines. Ça vient en fait surtout de deux groupements. D'un côté, quelqu'un qui tient un site très islamophile et limite complotiste, qui a beaucoup travaillé sur le 11 septembre en étant convaincu que c'était un complot de la CIA, avant de se rendre compte que ce n'était pas le cas, et qui a créé ce site Panamza. Et c'est aussi les Soraliens, qui ont une explication dans laquelle la clé de voûte de tout, ce serait les sionistes, ce qu'ils appellent les sionistes, mais en fait on entend bien derrière ce mot les juifs, qui tiendraient l'ensemble du pouvoir à travers le CRIF, etc. Et ensuite, du coup, en fait, ils ont essayé de nourrir l'incertitude sur le fait que je serais quelqu'un qui serait franc-maçon, dont mon parrain serait Jacques Attali, qui serait un sataniste, voire un pédocriminel. Ils ont essayé vraiment de m'attaquer partout, alors que j'avais exposé très clairement dans une vidéo de Thinkerview, à quel jour en bois, d'où est-ce que je viens, du milieu favorisé d'où je viens, de comment est-ce que j'ai décidé de prendre mes distances et d'essayer tout simplement de faire savoir ce qui allait pas dans ce milieu que j'ai connu de l'intérieur, jusqu'à me retrouver dans des difficultés financières, une précarité très forte, devoir dormir dans le canapé de mes parents à 28 ans, après avoir gagné 8 000 € par mois, avoir travaillé au ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, tout ça, je peux vous dire que c'est pas humiliant, mais c'est pas évident du tout. Et voilà. Et en fait, moi, j'arrive avec toutes ces données-là, je trahis ma classe quelque part, je raconte vraiment comment ça se passe de l'intérieur, je montre quels sont les véritables réseaux, et les défaillances, et ça frustre beaucoup ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait de l'ignorance d'un certain nombre de personnes et de la peur surtout leur marché. Ils avaient fait de ce que je dénonce, c'est-à-dire de la distorsion que créent ces oligarques, qui font que quand vous regardez la télévision, bah, vous êtes plus sûr que ça dise vraiment comment ça se passe et quel est le réel. Bah, ils s'étaient appuyés là-dessus pour nourrir des fantasmes, des complots faciles qui faisaient que les gens se désactivaient politiquement. Et qui, au lieu de se dire, voilà, il y a quelque chose contre quoi on peut lutter, on va se mobiliser, on va y aller, ils disaient, ah, c'est les francs-maçons, ah, c'est les juifs, ah, c'est les Illuminati, et du coup, on ne peut rien faire, parce qu'on voit bien, ou alors ce qu'il faudrait faire derrière, évidemment, et ça, c'est la chance relative qu'on a dans tout ça, c'est que des personnes comme Soral sont des inconséquents. Il faut vraiment avoir ça en compte, hein. C'est une pensée qui est assez peu conséquente, c'est-à-dire que d'un côté, ils disent, ah, vous voyez, c'est eux, nan, et après, ils vous proposent rien. Et en même temps, ils disent que c'est des virilistes, etc. Et heureusement qu'ils ne le font pas, parce que les penseurs qui, eux, le font, qui sont les plus dangereux, comme Renaud Camus, qui a la théorie du grand remplacement, qui prétend qu'en gros, on serait menacé à travers l'immigration d'un grand remplacement de l'ensemble de la population du fait des forces capitalistes. Donc quelque chose de très complotiste et délirant, mais surtout de très dangereux, parce que c'est des discours proto-génocidaires. C'est-à-dire qu'ils créent une crainte existentielle chez les gens, qui font qu'il contre une minorité, d'une majorité de la population contre une minorité, qui font qu'il y a un appel à l'action à dire bah, il faut s'en débarrasser s'ils nous menacent à ce point.
Et c'est pas un hasard si Renaud Camus, par exemple, est retrouvé chez tous les terroristes d'extrême droite qui tuent aujourd'hui des personnes, qui font des attentats ou tentent de faire des attentats, même en France. C'est parce qu'en fait, il y a cet appel à l'action très fort qu'il n'y a pas du tout chez Soral, parce que c'est juste un inconséquent, quelqu'un qui ne tire pas les conclusions de ses raisonnements biaisés. Et heureusement, parce que sinon, il deviendrait dangereux. Alors que là, aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui essaie de faire son commerce de la haine et de l'inquiétude des gens. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est plus prosaïque. J'essaie de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans l'information et qu'est-ce qui fait qu'en gros, on va essayer de trouver des boucs émissaires, des choses un peu mystérieuses, des grands îles comme ça, plutôt que s'attaquer aux vrais responsables, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'argent et les hommes politiques qui se mettent à leur service. Et ces gens-là, je les nomme, je les décris, et ça me vaut beaucoup d'attaques, y compris de Mediapart extrêmement violentes, extrêmement dénigrantes, parce que j'expose qu'y compris chez Mediapart, il y a des formes de corruption, il y a des formes d'allégeance à des personnes comme Xavier Niel, qui ont plusieurs milliards d'euros, et qui détournent d'autres personnes comme Bernard Arnault, ont détourné des centaines de millions d'euros de la puissance publique pour construire des empires, après essayer de défiscaliser, etc., et font qu'on a moins d'écoles, moins d'hôpitaux, et qu'on se fait manipuler. Ça ne veut pas dire pour autant que des réseaux comme celui de la franc-maçonnerie ne sont pas importants. C'est vrai que par exemple en province, c'est primordial. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible de devenir maire d'une grande ville de province si vous n'avez pas un lien avec la franc-maçonnerie, surtout par exemple, et on l'a bien vu avec les colons et compagnie. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie est un outil très fort pour se propulser au sein des élites locales ou voire nationales. On l'a vu avec Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Benalla, qui était dans la même loge que le conseiller spécial des médias. Mais vous noterez que toutes ces personnes ont un point commun, ils n'ont pas fait de grande école. Or, les grandes écoles, ce que je montre, c'est que c'est le principal vecteur d'influence qui s'est mis au service de l'oligarchie avec un système assez particulier dans lequel on a créé un système de reproduction bourgeoise où les héritiers gagnent beaucoup d'argent et légitiment le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Comment? En disant, mais voyez, nous on a réussi à l'école, on a fait des grandes écoles. Or, ces grandes écoles, on l'a vu grâce à la sociologie, plus que 1% des fils d'ouvriers et d'employés les intègrent, les très grandes écoles. Là, je parle de l'ENA, de Polytechnique, de Normal Sup, c'est entre 1 et 4% pour les fils d'ouvriers et d'employés. Alors que ces deux catégories de population, c'est 50% de la population active du pays. Donc en fait, on a un truc où la bourgeoisie a capté l'école républicaine pour reproduire ses avantages et ses intérêts, et les légitimer en disant, bah oui, mais c'est parce qu'ils ont réussi à l'école, donc ils vous sont supérieurs. Alors quand vous voyez qu'il y a 40 fois l'écart entre quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et quelqu'un qui est un milieu bourgeois, je leur souhaite bon courage pour prétendre qu'en fait c'est parce que les fils de bourgeois sont 40 fois plus intelligents que les fils d'ouvriers. Et moi je me suis engagé pour lutter contre ça, contre ces injustices. Et contre le fait justement qu'on essaie d'écraser symboliquement la parole des personnes les moins favorisées de ce pays, en considérant qu'elles ne seraient pas légitimes, mais dès lors en niant et en écrasant le principe même de démocratie. Donc voilà, ça c'était mon propos introductif, donc je voudrais répondre maintenant sur le fond très calmement à ces attaques assez violentes et dénuées de faits que j'ai subies. Jacques Attali n'est pas mon parrain, et je ne cache pas le rôle de Jacques Attali dans l'ascension de Macron, j'en parle à 6 reprises. 6 reprises dans Crépuscule. Je vais même vous donner les pages dans la version imprimée pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Attali, c'est quelqu'un que je considère comme un adversaire idéologique. C'est quelqu'un qui, pour moi, défend des idées, notamment de libéralisation, qui ont fait beaucoup de mal au pays et qui ont mis en difficulté les personnes les plus fragiles de ce pays au nom d'une idéologie qui servait son mieux. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, a trahi, et a trahi notamment des facilités que lui avait données la société en lui permettant d'étudier, etc. Donc Attali, par exemple, dans la version imprimée du livre, vous l'avez page 155, 274, 277, 278 et 309. Pareil pour Rothschild, j'en parle à plusieurs reprises, je montre comment la banque a participé à l'ascension d'Emmanuel Macron et surtout comment Emmanuel Macron a accepté de se corrompre en allant à la banque Rothschild pour utiliser ses réseaux d'État. Jacques Attali, donc, moi je l'ai croisé à plusieurs reprises et ce qui fonde la légitimité de mon parcours, et j'ai souvent raconté en fait j'ai raconté parce que c'est ce qui permet de montrer que moi cette critique je la fais de l'intérieur en connaissant ces personnes-là, donc ils peuvent pas me reprocher le fait d'inventer des choses ou d'être complotiste ou quoi que ce soit. Attali, il a essayé de m'inviter au Positive Economy Forum au Havre en 2015-16 parce qu'il voulait me récupérer et j'ai refusé parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui était organisé par Édouard Philippe, qui était à l'époque déjà pas connu, et qu'en fait c'était une façon de constituer la garde montante de la Macronie. En fait, ces événements-là sont faits pour faire du réseau, pour repérer les têtes pensantes qu'ils considèrent les plus brillantes,
et les absorber. Or moi, j'étais complètement opposé à Macron pour des raisons idéologiques, parce que je considérais que ce qu'il faisait, ça allait amener le pays à la catastrophe. Et je l'avais écrit d'ailleurs très tôt, hein, dès 2013 sur Facebook. Il y a encore des copies d'écran de ce texto, pardon, de ce statut qui circule, mais aussi après dans un texte en 2016, puis après dans un texte très dur dans lequel je prévenais des dérives autoritaires qui allaient arriver. Et Attali a essayé de m'absorber parce que je fais partie du réseau des grandes écoles. J'ai fait Sciences Po, Normal Sup, et donc il avait essayé de parrainer une association que j'avais faite quand j'avais 18 ans. Et c'est de là que vient la rumeur. En fait, ils ont utilisé ça, ils ont instrumentalisé ça pour prétendre que j'étais l'enfant d'Attali, le parrain d'Attali, etc. Moi, j'ai croisé Attali une fois à une conférence, 2 fois, je pense. J'ai jamais dîné avec lui, j'ai échangé 5 mails, 6 mails peut-être quand j'avais entre 18 et 19 ans, parce que j'avais trouvé son mail, parce que justement on m'avait incité à intégrer à l'association. Il y avait d'autres personnes qui étaient elles aussi pas forcément recommandables, le procureur de la CPI, d'autres personnes en fait. Moi j'y croyais au début, je croyais aux institutions et je croyais vraiment qu'il fallait servir ces personnes-là. Il y avait Dominique de Villepin, que j'admirais beaucoup pour ce qu'il avait fait pour nous empêcher d'aller dans la guerre en Irak. Et progressivement je me suis détaché de ces espaces-là et j'ai compris qu'en fait il fallait vraiment être en rupture et rentrer dans une forme de radicalité à la rencontre. Et ce parcours-là, encore une fois, je ne l'ai jamais caché, donc je l'assume complètement. Donc je trouve ça un peu triste qu'on essaie de l'utiliser en faisant peur à des gens qui n'ont pas forcément tout vu ce que j'ai fait, ce qui est normal. Ils prennent le train en route et se disent « Ah oui, c'est un monstre, etc. » Sur la question de la franc-maçonnerie, pareil, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait et ce que j'ai expliqué dans un live qui peut-être été un peu dit rapidement, c'est que tout là-haut, chez ces milliardaires, Bernard Arnault, c'est quand même la 4e fortune mondiale. C'est 87 milliards d'euros. Vous imaginez, c'est hallucinant. Eh bien, ces réseaux-là sont secondaires. C'est-à-dire que c'est pas des personnes de la même façon qu'il faut arrêter la fixation avec les juifs. Les juifs, en fait, la judaïté, vous savez, c'est une très belle culture et il faut arrêter d'être dans un truc comme ça où on penserait qu'ils nous arrachent quoi que ce soit. S'il y a beaucoup de personnalités qui ont émergé de la culture juive, c'est parce que la culture juive a un rapport au livre, via l'étude du Talmud, etc., qui font qu'il y a un rapport à l'écrit qui fait que vous avez un esprit qui se forme pour ceux qui sont dans cette culture-là, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont pas du tout pratiquants, qui n'ont pas du tout étudié cette théologie, qui fait que vous avez un rapport aux études développées qui font que de Einstein à plein d'autres, vous avez des gens très bien et d'autres beaucoup moins bien qui sont issus de cette culture et qui ont fait des choses différentes. Il y a des juifs dans l'élite française, il y a Patrick Drahi, j'ai découvert en enquêtant, je ne savais pas que Xavier Niel était juif, enfin en tout cas je pense qu'il n'est pas du tout pratiquant, mais qu'il avait une mère juive, mais vous voyez, Bolloré il est protestant, Bernard Arnault c'est un protestant breton, Bernard Arnault c'est un catholique du Nord, François Pinault c'est un catholique aussi, Macron c'est un catholique, et donc il faut arrêter en fait de chercher des boucs émissaires et de penser là, donc, si on pense que tous ces gens, oui, si on commence à appliquer les mêmes raisonnements complotistes et antisémites, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est les curés de Notre-Dame qui ont fait élire Macron après avoir foutu le feu à Notre-Dame pour cacher les preuves de ce qu'ils avaient fait. On peut aller très vite dans des assimilations comme ça. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut y aller pas à pas. Il faut démontrer, en fait. Et évidemment, par exemple, que le CRIF, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui essaie d'influencer la politique française alors qu'il représente une minorité de la communauté juive pour favoriser les intérêts d'une politique israélienne qui est extrêmement expansionniste et horrible. Et moi, je suis très engagé dans mon cabinet d'avocat avec un ami, un avocat, en fait, Omer Schatz, qui s'est beaucoup battu pour le droit des réfugiés des Palestiniens en Israël avant de devoir partir d'Israël parce qu'il avait subi beaucoup de pression. Et c'est une question qui me tient à cœur, mais c'est justement parce qu'elle me tient à cœur qu'il faut qu'on soit le plus rigoureux possible et qu'on ne se laisse pas avoir par des raccourcis ou des facilités qui renvoient à un antisémitisme qui est une absence de pensée, en fait, qui permet d'éviter de réfléchir à ce qui se passe vraiment et d'être systématique et de donner des clés de compréhension. Et je tiens à vous dire quand même quelque chose, vous n'êtes pas forcément au courant, mais les élites parisiennes sont très antisémites. Et ça crée des effets très pervers qui font que quelqu'un comme Xavier Niel a dû suradhérer au système parce qu'à mon avis, il était méprisé du fait de ses origines par tous ces espaces-là. Il a fini par s'y soumettre complètement pour essayer de se faire intégrer. Donc il ne faut pas croire que ça joue dans le sens d'un complot ou quoi que ce soit. Très souvent, c'est l'inverse, en fait. C'est une méthode d'écrasement. Voilà. Et donc il faut se poser aussi derrière la question des gens comme Alain Soral, comme Panamza, etc., de qui est-ce qu'ils sont les idiots utiles, en vous poussant soit à haïr une communauté ou une minorité, soit tout simplement à vous donner des explications vaseuses qui n'ont aucun débouché politique.
les explications que je vous donne avec Crépuscule, mais que les Gilets jaunes donnent de façon générale, ça mène à des vrais changements. Ça nous a fait arracher 13 milliards d'euros à Macron, ça mènera peut-être à la révolution le 1er mai. Donc demandez-vous qui est-ce qui d'un côté fait son commerce et vous incite en fait, en donnant l'impression d'être transgressif, à respecter l'ordre établi, et qui vous donne des armes, comme la macroniste, la Aurore Berger m'a dénoncé, des armes pour armer vos esprits et pour pouvoir vous battre et défendre votre condition de vie, et reconstruire cette société, la rendre meilleure et faire qu'on ne soit pas chercher des fantasmes ou des complots ou des attaques partout. Donc voilà, sur les francs-maçons, voilà, juste pour finir là-dessus, de ce que j'ai vu, moi, vous voyez, moi j'ai eu accès à Xavier Niel et compagnie sans avoir jamais été approché pour être franc-maçon ni rien, parce que en fait, c'est les réseaux qui sont quasiment je ne sais pas si c'est corrompu directement, parce que la franc-maçonnerie sert beaucoup à la corruption, mais les grandes écoles, c'est une corruption indirecte. C'est-à-dire, comme on vous donne des postes théoriquement du fait de votre mérite, ils s'appellent pas ça la corruption, et c'est pour ça que moi, dans mon texte, j'ai dit, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Et évidemment, du coup, la franc-maçonnerie a quand même une influence, et mon ami Marc Andvel, qui a fait un grand livre que je vous recommande, qui s'appelle Le Grand Manipulateur sur Macron, là, qui est sorti avant-hier, raconte comment il a fait, Macron, qui a bouffé à tous les râteliers, pardonnez-moi la vulgarité, a même fait un événement en toge blanche, je pense que ça s'appelle comme ça, en 2016, pour se faire bien voir des maçons, parce que c'est des réseaux en fait d'influence, hein, qui dans le petit Paris permettent d'avoir des amitiés secondaires de telle ou telle personne. Et donc c'est important, ça à son point. Et apparemment, il a fait des références pendant le discours du Louvre, selon Marc, en leur grade et qualité. Il a dit apparemment c'est une référence maçonnique. Moi, je m'y connais pas plus que ça. Marc avait un peu plus cherché sur le sujet. On a travaillé ensemble en fait pour compléter notre travail. Mais en tout cas, parce que je ne connais pas, parce que de ce que j'ai vu de l'intérieur, c'était important secondairement. Il fallait d'abord se faire coopter au sein des grandes écoles, ensuite se faire coopter par ces oligarques qui contrôlent les médias, la presse, donc c'est eux qui peuvent vous propulser auprès du grand public. Et les formations, en fait, derrière, ils vont vous aider peut-être à récolter de l'argent, etc. Mais comme d'autres réseaux, comme les réseaux de la Banque Rothschild, comme les réseaux de la finance, avec la BNP, qui a beaucoup aidé, la BNP a beaucoup été Macron, la BNP, c'est un fief catholique, par exemple, aussi. Donc, vous voyez, il faut essayer de chercher des explications multiples et voir en fait quel est le poids de chacune, au lieu de se dire il y a une chose qui explique tout. Et donc, évidemment, moi, je suis pas franc-maçon, je vous l'aurais dit sinon, franchement, même si j'avais participé, parce que je me serais, encore une fois, je me suis dépouillé de toute influence. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de dépendre de personne, sauf de mes parents et des personnes que j'aime, et d'essayer de ne pas me faire manipuler. Et ça me met en position de fragilité, mais aussi en grande position de force pour pouvoir dire la vérité, en fait, sans avoir rien à craindre. Et là, j'en viens à une dernière rumeur un peu malveillante, parce que les précédentes, donc, c'était des mensonges. J'ai honté, hein, les personnes qui disaient que je n'ai pas parlé d'Atali dans mon livre, c'était des vrais mensonges. C'est la question de l'illustration que j'ai mise sur mon site internet. Et ça, c'est une vraie question, c'est intéressant. J'ai mis un tableau de Goya très très beau, qui représente un rituel satanique avec un bouc que j'imagine représenter le diable qui dévore les enfants de paysans au 19e siècle. Je me suis demandé pourquoi j'ai mis ce tableau après avoir vu la polémique nette, parce qu'on m'a dit mais pourquoi tu l'as fait, etc. Je disais parce que au début je répondais tout simplement c'est un très beau tableau. Enfin, Goya c'est un des plus grands artistes que j'ai fait. J'ai eu très longtemps des Gréco sur les funambules. Toujours le côté en fait le mythe et la fiction qui porte avec l'art en fait qui m'intéresse beaucoup. Et après j'ai commencé à réfléchir, mais bon, mais Rouen, il doit y avoir est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose, réfléchi. Et je me suis souvenu qu'en fait c'est un tableau que j'ai une reproduction, parce que vous imaginez bien, ça coûte une fortune. J'ai une reproduction de ce tableau chez moi, dans mon petit 20 mètres carrés où j'habite. Donc vous imaginez si j'étais acheté, franchement, ça n'aurait pas coûté grand chose. Et je l'avais acheté en fait quand je travaillais au Luxembourg. Attendez, je vais juste nettoyer parce que c'est un peu sale. Donc c'était au Luxembourg. Voilà. J'étais au Luxembourg, je travaillais dans un institut de recherche, dans une ancienne banque, le Crédit Suisse, et c'était horrible, vraiment horrible. C'est-à-dire que je, je faisais du droit international, mais je sentais que ça servait à rien. J'étais payé très cher, mais en fait, je sentais bien qu'ils avaient créé l'institut que pour légitimer Luxembourg, qui est un pays qui est quand même qui est là tout simplement qui profite à fond du système financier pour piller des ressources du monde entier, y compris les nôtres. Et donc ils essayaient de construire des trucs qui fassent que bon, le Luxembourg est quand même une image positive, etc. Et donc ils surpayaient les gens, dont moi. J'ai tenu 4 mois. Hein. Vous voyez les embouteillages de Maserati sur le Kirchberg, c'est quelque chose, les gens qui mangeaient leur langouste à midi, je ne supportais pas.
Et j'étais là dans ce truc complètement éthéré et blanc, et dans lequel il n'y avait rien, en fait. C'était complètement neutre. Tout le monde vivait comme absent, comme des fantômes à eux-mêmes. Et en fait, j'avais envie de me raccrocher à l'art, et du coup, un art très radical et très originel qui montre en fait que y a, les rituels, les croyances en fait sont beaucoup plus fortes que les appareils de pouvoir contemporains qui ne donnent rien. Et je voulais montrer en fait qu'à travers, il y avait beaucoup plus de profondeur dans des tableaux de Goya comme cela, même s'ils montraient des choses qui étaient fausses et délirantes, que dans ces espaces de pseudo-pouvoir où j'habitais, où en fait les personnes se comportaient en zombies. Et je voulais en fait à travers cette œuvre montrer justement comme il était facile de transformer en zombies les personnes et comment en fait le pouvoir pouvait créer une fascination très 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 forte. Et cette part d'ombre qu'on a tous, c'était une façon aussi de m'en méfier. C'est de dire, je suis du côté de la transgression, je n'obéirai jamais aucun ordre. Et en même temps, je sais très bien à quel point il est facile d'être fasciné, et d'être fasciné par le côté sombre du monde. Et donc voilà, tout simplement, j'ai décidé d'en faire une œuvre qui m'accompagne, qui me fait réfléchir, que je trouve très très belle, qui produit beaucoup de pensées, qui porte pas de jugement. Et ça, c'est très important parce que vous voyez quelque chose d'atroce et en même temps fascinant. Si vous êtes tous d'accord avec moi, vous voyez ce truc, c'est évidemment très très beau à voir, quoi. Et donc ça nous rappelle en fait ce qu'est l'humanité. Et l'humanité, c'est parfois quelque chose de très laid. Donc il faut se méfier. Donc il n'y a pas de référence kabbalistique, satanique ou quoi que ce soit. J'ai jamais mangé d'enfant. Je suis pas un pédocriminel. J'ai beaucoup souffert d'affaires de cet ordre-là quand j'étais enfant. Donc ça me blesse un peu qu'on parle de ça. Et voilà. Donc je dis ça avec beaucoup de tendresse quelque part, tout simplement parce que je comprends en fait ce qui nourrit cette inquiétude et cette violence. Je suis pas du tout en accord avec les personnes qui le font pour faire leur marché. Ces personnes-là en fait qui instrumentalisent l'humanité naturelle des gens et leur méfiance et leur inquiétude pour essayer de détruire des personnes. Euh, j'ai rien fait, j'ai rien demandé en publiant ce texte. Vous l'avez bien vu, je l'ai publié gratuitement, il est accessible en ligne. La voix que j'ai prise, je l'avais déjà dans l'espace public avant ce qui se passait, j'avais beaucoup plus, parce que j'étais avocat d'Assange, parce que j'ai été l'avocat de Mélenchon, qui a été un franc-maçon d'ailleurs, moi j'en parle sans aucune difficulté, mais qui m'a jamais initié, j'ai jamais cherché à comprendre ce qu'il en faisait. À mon avis, ça lui a juste servi, comme Valls, à être propulsé dans l'espace public, mais justement, après, face à un Macron qui lui avait les oligarques et les grandes écoles avec lui, bah, ça n'a pas suffi. Et ce qui montre à quel point justement ces réseaux sont importants, mais ils sont importants pour qui? Bah, pour ceux qui n'ont pas fait de grandes études comme Mélenchon et Valls. Et c'est vrai que c'est une vraie question, la question du secret de la franc-maçonnerie. C'est pas possible parce que ça crée des fantasmes quasi délirants parfois. Les gens pensent que justement il y a des rituels satanistes ou autres. Alors qu'à mon avis, c'est juste un truc qui sert à faire de la corruption, à faire de l'entre-soi du réseau, à récupérer des marchés publics, et qui est profondément malsaine, je pense, aujourd'hui, parce que tout ce qui est secret et qui devient politique d'une façon ou d'une autre, ça n'a aucun sens. Moi, vous l'avez vu, je suis vachement transparent, j'essaie de répondre à toutes les questions qui se posent, et voilà. Et donc je ne vais pas faire encore trop long, parce que j'ai beaucoup parlé de moi. Je voudrais dire une note personnelle pour finir, je suis très fatigué, c'est très très difficile ce que je fais, je pars au Mans tout à l'heure encore. Euh, euh, et ce qui m'a permis de tenir, je suis très attaqué par les élites, par les médias qui, contrairement à ce qui a été dit ces dernières choses, ont complètement boycotté Crépuscule pendant 5 mois. Le texte est en PDF depuis novembre, il révèle des faits de corruption majeure et de népotisme, comment Édouard Philippe a fait recruter sa femme à Sciences Po après avoir attribué des subventions à Sciences Po, enfin des choses qui sont scandaleuses, encore plus graves qu'Affaire Fillon, et ça sortait pas, ça sort pas, ça sort pas. À un moment, la pression était telle parce que le livre a été en tête des ventes grâce à vous, vous avez fait circuler à mort, qu'ils ont été obligés de faire des articles pour me détruire. C'était ultra violent, vous avez vu la façon dont Hanouna m'a traité sur son plateau, parce qu'ils ne peuvent pas m'ignorer, parce que justement, je viens de ces systèmes-là, je viens de l'intérieur, j'ai plein de capital symbolique, euh, et, et, euh, et parce qu'il y a vous, donc ils sont obligés, mais du coup, qu'est-ce qu'ils essaient? Ils essaient de me détruire. Alors là, maintenant, ils finissent par en parler, mais ne soyez pas dupes. Ça a été ultra violent d'arriver jusque-là et d'arriver à faire porter cette parole, qu'ils les mettent face à leur valerie, leur compromission, l'injustice qu'ils produisent et la violence qu'ils créent au sein de la société. Et moi, j'ai l'orgueil de me battre, de me battre pour beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas le droit à la parole. Et je suis convaincu que ce que je fais est bon à ce niveau-là et je continuerai à le faire tant que je sentirai que ça vous apporte quelque chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté longuement. S'il y a d'autres questions qui viennent, d'autres polémiques, j'y répondrai. Mais vraiment, je vous assure au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance, je pense,
enfin j'en suis sûr, d'appartenir à personne et de pouvoir vous parler librement après avoir très longtemps été asservi par un système auquel je croyais qui m'a montré qu'il ne servait que lui-même. Et j'espère qu'on va pouvoir refonder cette république et qu'à partir du 1er mai, on va créer quelque chose de très beau qui nous permettra de nous en débarrasser. À très vite.